Michel Stanton-Jean, chercheur invité au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal et ex-sous-ministre de la Santé du Canada. Alors, en débutant, j'ai de faire quelques petites remarques. Donc, je crois que la pandémie a offert à la science une plateforme médiatique absolument incroyable avec les moyens technologiques que nous avons, parce que dans plusieurs pays, on ne les a pas, mais en général. Et je crois que ça a mis en évidence pour la population l'importance du rapport entre le savant et le politique et la société. Donc, jusqu'à quel point, dans la prise de décision politique, on prend en compte, on doit prendre en compte, on arrive à prendre en compte ce qu'on appelle les données probantes. Donc, c'est une énorme question qui a soulevé, même chez des gens bien éduqués, tout ça, une foule de questions. Ça ne va pas assez vite, ça va trop vite, on ne comprend pas que les scientifiques se contredisent, etc. Donc, c'est un aspect quand même très positif pour la science et à la fois avec toutes les difficultés qui sont soulignées tous les jours. Et aujourd'hui, on a aussi la dimension de la langue française dans tout ça, parce qu'on est dans un univers souvent très anglophone. Donc, comment on maintient et comment on parle de la science en français. Donc, notre table ronde s'appelle, suite à cette introduction, Science et politique publique dans l'espace francophone. Alors, on a la science, les politiques et la dimension francophone. Pour en discuter, nous avons avec nous, je dirais, 3 étoiles des données probantes. Monsieur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique COVID-19 du gouvernement français. Monsieur Abdoulaye Gounou, chef du Bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale du Bénin. Et monsieur Rémi Quirillon, scientifique en chef du Québec. Donc, j'ai demandé à chacun de se préparer à répondre peut-être pendant 5-6 minutes, un peu dire ce qu'ils font dans leur pays respectif pour promouvoir cet objectif de l'utilisation des données probantes. Et ensuite, on pourra passer à d'autres questions qu'on s'est partagées avant et auxquelles ils vont répondre. Alors, je vais commencer par M. Abdoulaye Gounou, peut-être, pour débuter. Très bien. Mais merci beaucoup. Moi, c'est Abdoulaye Gounou, comme à l'introduction, vous le disiez. Je suis actuellement le chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques et de l'analyse de l'action gouvernementale au Bénin. Mon poste se trouve à l'intérieur de la présidence de la République du Bénin actuellement. Le sujet que nous discutons aujourd'hui est un sujet important pour le gouvernement du Bénin et pour la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine. Depuis 2007, le Bénin s'est engagé dans cette procédure d'institutionnalisation de l'évaluation au niveau du pays. Pourquoi? Parce que jusqu'à un passé récent, nous avons élaboré et mis en œuvre un certain nombre de politiques publiques dans différents secteurs de la vie nationale qui, à notre avis, étaient des politiques élaborées sur la base d'un certain nombre d'informations que nous n'avions pas la certitude d'être étant des informations scientifiques ou certifiées. Et donc, un couac s'est donc produit à un moment donné qui nous a amené à réfléchir autrement. Et donc, le fruit de cette réflexion, c'est de dire que désormais, il faut que nous nous basions sur des informations plus ou moins scientifiques pour élaborer et mettre en œuvre nos politiques nationales. Et donc, à partir de 2007, le gouvernement du Bénin s'est engagé dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation au niveau du pays. Et ce processus, nous l'avons voulu en 2 niveaux. Nous l'avons voulu au niveau national, dirigé essentiellement à partir des ministères du gouvernement, et un deuxième niveau qui est le niveau décentralisé, conduit par nos communes et nos municipalités.
Et donc, le bureau de l'évaluation des politiques publiques que moi je dirige depuis la présidence de la République a comme mandat de conduire et de promouvoir ce processus national, qu'il soit au niveau national ou au niveau décentralisé. Et je peux vous dire que depuis bientôt 12 ans que nous sommes dans ce processus, la culture de l'évaluation commence par s'installer progressivement. Et comment nous avons fait ça? Nous avons commencé d'abord par faire un diagnostic global au niveau du pays pour identifier quelles étaient nos capacités nationales en cette matière. Et une fois que nous avons eu les résultats de ce diagnostic, nous avons assis une stratégie de mise en œuvre de cette institutionnalisation. Et la stratégie, nous l'avons bâtie à 3 niveaux, à un niveau stratégique, un niveau tactique et un niveau opérationnel. Au niveau stratégique, nous avons mis en place un certain nombre d'organes stratégiques et élaboré une politique nationale de promotion de l'évaluation au niveau du pays. Au niveau tactique, nous avons défini des stratégies opérationnelles et mis en place des organes opérationnels, des organes tactiques. Et au niveau opérationnel, nous avons développé un certain nombre d'outils pour conduire les évaluations et émerger des informations plus ou moins scientifiques que nous rangeons dans la boîte des données probantes que nous diffusons à l'intérieur de l'appareil d'État pour la prise de décision. Donc, globalement, voilà ce que nous faisons au niveau du pays. Et nous avons pu mobiliser autour de nous et autour de ce projet-là un certain nombre de partenaires. Des partenaires que nous rangeons dans la catégorie des partenaires techniques et financiers, généralement des gouvernements occidentaux, et des partenaires nationaux que nous divisons en 2 sous-catégories, ceux venant de la société civile et ceux venant de l'administration publique et du secteur privé. Donc, tous ces partenaires nous accompagnent dans ce processus pour faire de l'évaluation au niveau du Bénin une réalité et même espérer un jour en arriver à la culture de l'évaluation et que de façon systématique, dans toutes les sphères publiques et privées, l'on puisse évaluer ce que nous sommes en train de faire pour améliorer notre marche vers le développement durable. Donc, globalement, c'est cela. Et entre autres instruments, nous avons créé des plateformes informatiques où nous postons systématiquement les évaluations qui sont produites. Nous les traitons de façon différenciée par rapport au type d'utilisateurs que sont les chercheurs, les dirigeants, les étudiants, la société civile, chacun pour qu'ils puissent retrouver l'information qu'ils cherchent. Et cette plateforme est fonctionnelle et nous y postons régulièrement nos trouvailles. Donc, en quelques mots, voilà le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer au niveau du Bénin. Merci beaucoup. On reviendra sur plusieurs aspects de ce que vous avez dit. Maintenant, on va passer la parole au professeur Delfracy de France. Bonjour à tous. Je suis médecin immunologiste et spécialiste des relations entre système immunitaire et virus. J'ai longtemps dirigé un service dans un hôpital parisien et dirigé une agence de recherche qui était l'agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amené à m'intéresser aux maladies émergentes et à créer une structure de recherche de réponse aux maladies émergentes qui s'appelle Reacting, comment réagir et mettre en place des programmes de recherche en situation de crise sanitaire. Après, j'ai eu l'occasion de piloter la réponse française à Ebola en partenariat avec la Guinée et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest que je connais bien d'ailleurs par l'intermédiaire des sites ANRS, de recherche ANRS. Et puis, à l'occasion de la pandémie Covid, le président de la République m'a confié la direction
d'un comité scientifique, d'un comité d'expertise scientifique qui a été mis en place en France à partir de début mars 2020 pour éclairer les décisions politiques qui sont prises à l'occasion de cette pandémie. Donc, on est un comité d'une quatorzaine de membres, pluridisciplinaires, à la fois des sciences dures, l'immunologie, la virologie, les modélisateurs, mais aussi des sciences humaines et sociales, avec à la fois un économiste, un anthropologue, une anthropologue et un spécialiste des politiques publiques, et puis une représentante de la société civile qui dirige une grande association qui s'occupe de la grande précarité en France. Donc, ce comité scientifique a pour objectif d'éclairer le gouvernement français sur un certain nombre de connaissances scientifiques qu'on a au fur et à mesure acquis sur ce virus. Et Dieu sait qu'il est avec de nombreuses surprises et encore maintenant. Et à partir de là, les décisions politiques sont des décisions politiques. Alors, ma réflexion sur la relation entre science et politique peut être à l'occasion quand même de cette pandémie qui est quand même assez, je dirais, exceptionnelle par son ampleur mondiale, touchant à des degrés divers et heureusement moins les pays du Sud pour l'instant, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, que nos pays du Nord, et tant mieux. J'ai quelques points de réflexion qui sont les suivants. Premièrement, la notion d'indépendance et comment on peut rester indépendant pour un conseil scientifique vis-à-vis du politique, quand c'est au plus haut niveau. Là, nous conseillons directement le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé et de l'Économie. Et comment rester indépendant quand on est un groupe de scientifiques directement, je dirais, mis, alors que nous n'avons aucun rôle politique, mais mis directement en face des décisions politiques majeures pour nos concitoyens. C'est pas facile. La ligne de crête n'est pas facile puisqu'on a été nommé par les politiques dans une certaine mesure. De l'autre côté, on a d'abord une volonté vraiment d'indépendance. Deuxièmement, ce n'est pas nous qui décidons, on est là uniquement pour donner, pour éclairer. Troisièmement, on peut répondre à des saisines du gouvernement, mais on peut s'auto-saisir. Et en gros, 80% de notre travail, c'est de l'auto-saisine de sujets que nous mettons sur la table et que nous explorons. Par exemple, on a nos 4 derniers avis du mois de janvier et de début février sont au cours de l'impact des variants sur la pandémie, sur les vaccins, sur une série de choses avec l'arrivée des variants, qui est quasiment une nouvelle deuxième épidémie qui est en train d'arriver. Et ça, c'est nous-mêmes qui avons créé, je dirais, ces autosaisines. Le troisième élément, c'est que nos avis sont publics, c'est-à-dire qu'on les donne d'abord au gouvernement, c'est des avis écrits, motivés, s'appuyant sur toutes les connaissances scientifiques qu'on peut avoir, mais ensuite ils sont rendus publics avec un délai de quelques jours, parfois d'une semaine, ce qui fait que les journalistes peuvent les prendre et le grand public peut également s'en emparer, vous savez, et vous l'avez d'ailleurs signalé très bien, tout l'intérêt qu'il y a de nos concitoyens, quel que soit le pays, pour la connaissance scientifique à l'occasion de cette pandémie. Donc, premièrement, la notion d'indépendance. Deuxièmement, la notion du temps. Le temps n'est pas le même. Le temps pour les médias, c'est 1 heure. Le temps pour les politiques, c'est quelques jours. Le temps pour la science, c'est des semaines ou des mois. Et on voit bien les connaissances qui se sont accumulées. Faire comprendre cette notion du temps et au plus haut niveau de l'État qu'on n'aura pas les résultats d'une série d'études, qu'il va falloir plusieurs mois pour démontrer ou ne pas démontrer l'efficacité de tel ou tel type de traitement ou de tel ou tel type de telle mesure, cette notion du temps est quelque chose de difficile. Dans le sens inverse, et je l'ai par exemple en ce moment avec le Conseil scientifique, où nous avons, nous, une série de modèles qui permettent de projeter un certain nombre de situations qui montrent que la France, qui est pour l'instant, je dirais, dans la situation actuelle, plutôt mieux que les autres grands pays européens, va avoir une 3e vague avec un impact possible assez fort durant le mois de mars. Et inversement, le politique, lui, a du mal à comprendre comment on n'est pas en train de parler d'une courbe linéaire, mais d'une courbe exponentielle. Et donc, cette notion du temps, il va prendre du temps avant de décider, parce qu'il a bien sûr des enjeux sanitaires, mais il a des enjeux économiques, il a des enjeux sociétaux qui sont majeurs également, les impacts hors Covid de la pandémie.
Donc cette notion de relation du temps entre science et politique est un élément très important. Le troisième élément, c'est la notion du doute. Pour être un bon scientifique, et je dirais même que pour être un bon médecin, il faut savoir douter et pas savoir dire en permanence « je sais ». Il faut savoir dire « je ne sais pas ». Et que la construction de la science, elle se fait dans le doute. On a appris ça quand on était jeune, quand on a passé des tests de science où on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, où l'expérience montre que finalement on ne retrouve pas les résultats de l'expérience de la semaine d'avant. Et cette notion du doute, elle est fondamentale dans la pensée scientifique. Et en France, la majorité soit de nos politiques, soit de la haute hiérarchie des fonctionnaires, des décideurs, n'est pas passée par une thèse de science. Et cette notion de la relation du doute entre les scientifiques et le politique est difficile. Alors, je termine là-dessus. Globalement, nous avons eu d'excellentes relations avec le politique au plus haut niveau. C'est dans un climat de confiance que ça s'est construit en France, et chacun son rôle. On a parlé à un moment donné d'un troisième pouvoir médical en France, c'est archi faux, totalement archi faux. Les décisions sont bien prises par les politiques. Globalement, ils ont suivi beaucoup de nos recommandations, mais ce sont eux qui ont pris les décisions. Puis de temps en temps, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, il y a du temps, il y a un délai. En ce moment, on est dans un délai de que faire. C'est évidemment des visions, ou une vision plus complète. Bien sûr qu'on sort uniquement, nous aussi, du sanitaire, mais ce sont des décisions qui deviennent extrêmement difficiles. Que va accepter la société? Qu'est-ce qu'elle est prête? Comment elle s'inscrit dans le temps? Alors, voilà où on en est pour l'instant. On rentre dans des périodes complexes parce que on pensait, vous le savez, sortir de cette pandémie avec les vaccins, je dirais plutôt à l'automne 2021, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Et puis les variants sont en train de changer la donne. Les variants sud-africains, les variants brésiliens ne répondent pas bien à certains vaccins, et où donc il y a une sorte d'équilibre, de course de vitesse entre l'arrivée des vaccins et l'arrivée des variants, et où peut-être qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus encore dans la durée qu'on ne l'avait imaginé. Déjà, qui aurait imaginé il y a 1 an qu'on serait à ce point-là maintenant? Qui aurait imaginé que plusieurs variants arriveraient maintenant? Et qui ose imaginer qu'on puisse avoir des échappements immunitaires à la réponse vaccinale par des nouveaux variants? Donc, on voit bien la complexité. Plus on rentre dans cette complexité, plus on rentre dans la durée, plus l'acceptabilité sociétale, elle est difficile. Et je terminerai là-dessus pour dire que fondamentalement, dans ces crises sanitaires, ce qui compte, c'est la confiance entre les citoyens et le politique, confiance entre les citoyens et leurs scientifiques, confiance des politiques vers les scientifiques. Et on appelle ça la démocratie sanitaire. C'est un triangle dans lequel il y a le politique qui décide, les scientifiques qui éclairent et les citoyens qui ont droit à la parole, qui doivent être pas seulement, je dirais, comme réceptables de mesures qui leur sont imposées, mais qui doivent être aussi avoir la capacité de pouvoir donner leur opinion et de construire une réponse commune, car une fois de plus, la réponse à la crise, c'est la confiance. Merci beaucoup. Vous avez abordé, comme M. Vignoux, des points très importants sur lesquels on va revenir. Et maintenant, on va passer la parole au scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Oui, merci beaucoup Michel, et merci aux 2 collègues d'avoir accepté de participer à la discussion de ce matin. Très, très apprécié. Moi, scientifique en chef du Québec depuis 2011. Le modèle de scientifique en chef est un modèle, je dirais, anglo-saxon. On a très peu dans la francophonie ou dans d'autres pays du monde. La chance que j'ai comme scientifique en chef au Québec, c'est qu'en même temps que j'ai un rôle d'aviseur au gouvernement, je dirige aussi les 3 fonds de recherche du Québec dans le secteur de la santé, dans le secteur des sciences et du génie, et dans le secteur des sciences sociales, des sciences humaines, des arts et de la culture. Chaque fonds de recherche a un conseil d'administration indépendant. Donc, j'ai 15 experts
par conseil d'administration. Donc, il y a un groupe de 45 experts dans toutes les disciplines que je peux contacter très rapidement lorsqu'on a des dossiers ou des avis à donner à notre gouvernement. Au Québec, le poste de scientifique en chef est associé au ministère, au ministre, je devrais dire, parce que je me rapporte du côté du ministre, où se retrouve la science. Donc, présentement, dans le gouvernement actuel, c'est à l'économie et à l'innovation. Mais bien sûr, et on a parlé beaucoup de pandémie jusqu'à date ce matin, tout ce qui beaucoup avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que finalement, cette pandémie-là touche à tout. Comme ça a été mentionné, j'ai un rôle d'aviseur au gouvernement et ce sont les élus qui décident. Donc, nous, comme chercheurs aussi, on donne des avis. Et très souvent, les avis vont être, je dirais peut-être ABC. Donc, sur la base de ce que l'on sait maintenant, on vous propose ABC. Par la suite, le politique va décider. C'est certain qu'un des grands défis avec la pandémie, qu'on avait beaucoup moins de données probantes. Là. Oui, on a appris beaucoup, c'est assez incroyable ce qui a été découvert depuis un an, avec des processus de sciences ouvertes et tout ça, mais quand même, au début, lorsqu'on avait donné des avis à notre gouvernement, c'était basé sur très peu de données probantes. On commençait à connaître le virus et son mécanisme d'action. Et ça, c'est vrai que le politique, comme ça a été mentionné, avait un peu de difficulté avec ça. Connaître la méthode scientifique, comment se construit la science, c'est pas toujours évident pour nos élus et ça prend un certain temps. Et aussi, comme ça a été mentionné, tout l'élément du doute, en disant c'est sur la base de ce que l'on sait aujourd'hui, peut-être que ça peut changer au cours des 2-3 prochaines semaines. Et on l'a vu à tout le moins ici au Québec, là, tout ce qui est relié au masque. Quel type de masque, dans quel contexte? Oui, on devrait dire à la population d'en porter, d'autres disaient on est moins certain. Donc, il y a eu quand même des allers-retours et ça, le politique, je dois dire, avait un peu de difficulté à le comprendre, et aussi le public. Et ça, c'est important, là, comme ça a été mentionné aussi, de garder la confiance, tout à fait essentiel, la confiance des élus et la confiance du public. Ce qu'on a essayé de faire depuis 2011, c'est de bâtir des ponts entre les élus, entre les décideurs, les hauts fonctionnaires et les chercheurs à travers tout le Québec. Et sur différents sujets, différentes urgences, comme par exemple, on a eu des inondations très fortes il y a quelques printemps. Et là, par la suite, ça nous a amené, avec l'appui du politique, à bâtir des réseaux de recherche sur les inondations qui vont de la recherche très fondamentale aux impacts socio-économiques des inondations. Même chose pour l'intelligence artificielle en termes de nouvelles technologies, tout ce qui est le numérique. Ça va très vite. Montréal est un des grands centres à travers le monde pour le développement de nouvelles façons de faire dans l'intelligence artificielle, mais aussi il faut s'assurer que le public et le politique suivent. Donc, tout ce qui est acceptabilité sociale, et on a fait beaucoup de ce côté-là. Et très souvent, je dis à mes collègues chercheurs, il faut apprendre le langage de l'autre. C'est un peu ça, finalement. Là. Et ce n'est pas comme apprendre l'anglais ou le français. Là. Je dirais c'est comme apprendre le français et le mandarin. Là. Au début, avec un fonctionnaire ou un politicien, on n'a pas le même langage. Donc, apprendre le langage de l'autre pour que vraiment les avis que l'on donne soient le plus utiles possible, c'est très, 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 très important. Je dirais en terminant, revenir sur 3 termes qui ont déjà été mentionnés. Le temps, très important. Les échéanciers sont tellement différents que lorsque un ministre ou un premier ministre demande un avis, on ne peut pas dire, bon, on vous revient dans 6 mois. Hein, il faut vraiment le donner comme presque le lendemain. Le doute, la méthode scientifique, comment on construit l'argumentaire scientifique, c'est aussi très important d'expliquer, s'assurer que nos élus le comprennent davantage. Et avec la pandémie, ça a été mentionné au point de départ, la science n'a jamais été aussi présente sur la place publique. Très souvent,
très près du politique, très près de nos politiciens. Donc, en termes de visibilité, c'est très, très positif, mais tout le sujet là, de l'indépendance, le degré d'indépendance des scientifiques par rapport aux politiques, ça aussi, c'est un défi. Et moi, je pense que la pandémie, de ce côté-là, a été très bonne pour la science, en le mettant sur la place publique, mais aussi pour faire attention un peu là, de garder une certaine distance par rapport aux décideurs pour qu'on ne devienne pas là, à la solde, si on veut, de nos décideurs politiques. Merci beaucoup. C'est vraiment des points super importants pour avoir été sous-ministre de la Santé. Essayer de faire comprendre à des ministres comment fonctionnait la science parce que j'ai eu la chance de connaître comment ça fonctionnait. Et c'est très compliqué, comme vous le dites, parce qu'ils veulent des réponses immédiatement. À l'occasion du sang contaminé, par exemple, on a eu des discussions là-dessus. Alors, j'aimerais, comme je disais, professeur Delfraissy, revenir un peu sur la langue française, comme on est tous... on parle tous français dans plusieurs de nos communications, nous trois, nous quatre, on peut dire. Selon vous, en quoi la langue française et la culture francophone se distinguent dans les relations entre sciences et politique? Est-ce qu'il y a des distinctions dans l'organisation politique, les droits, les traditions civilistes, la langue française, la langue française comme langue des sciences? Comment vous vivez ça, cette appartenance à la langue française dans vos applications scientifiques? Est-ce que vous pouvez chacun dire un petit mot là-dessus? Peut-être on va commencer par Rémi et on va aller à l'envers. OK, parfait. Donc, deux, trois idées ici. C'est peut-être parce que je vis beaucoup là, c'est un modèle anglo-saxon, comme j'ai mentionné qu'on a au Québec, mais aussi bien sûr au Canada, beaucoup anglais, le pays qui est à côté de nous, les États-Unis, un géant. Et je dirais que je pense qu'il y a quand même un peu moins de tradition du côté, dans la francophonie, tout ce qui est valorisation de la recherche et de consulter les chercheurs dans les gouvernements. En Angleterre, par exemple, la Société royale a un impact important et très souvent le politique demande des avis. Aux États-Unis, les académies sont très, très, très puissantes et donnent des avis continuellement au gouvernement américain. Peut-être moins avec l'ancien président, mais on espère que ça va revenir maintenant. Donc, peut-être de ce côté-là, il y avait un petit peu moins de tradition dans le monde francophone. C'est peut-être qu'il y avait moins aussi d'appétit de nos collègues, de chercheurs, de participer, de s'engager dans ce genre de modèle-là, d'aviser les gouvernements. Je dirais même que dans certains cas, certains de nos collègues universitaires disaient, si vous faites ça, vous engagez dans cette voie-là, vous n'êtes plus un vrai chercheur universitaire. Donc, vous devenez, entre guillemets, un peu contaminé par le politique. Je pense que ça change. Je pense que la pandémie nous aide de ce côté-là, mais c'est une des réalités que j'ai observées là, en côtoyant beaucoup d'interlocuteurs dans le monde anglo-saxon. Oui, M. Gounou, peut-être? Oui, merci beaucoup. C'est vrai que nous, Africains francophones, d'abord, c'est notre langue de travail, hein, le français. Mais je prends l'exemple du Bénin. Moi, en tant que Béninois, j'ai un grand pays anglophone à l'Est, qui est le Nigeria. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Et un peu plus loin, nous avons le Ghana qui nous borde. Donc, nous sommes entre ces deux pays. Mais de ma pratique et de la position que moi j'occupe aujourd'hui à la tête du bureau de l'évaluation des politiques publiques à la présidence de la République, et du fait même que j'ai eu un cursus universitaire dans mon pays, ici, à l'Université nationale du Bénin, j'ai pu constater, effectivement, comme le prédécesseur l'a mentionné,
que les francophones que nous sommes un peu différents en termes de pratiques scientifiques par rapport à nos collègues des pays anglophones. Ici au Bénin, les chercheurs sont très peu sollicités par le politique, par le gouvernement, de façon, si on veut être précis, par le gouvernement, encore que ce n'est pas le gouvernement seul qui est politique, nous avons d'autres institutions de la République qui pouvaient les solliciter. Cela s'explique par divers éléments qu'on pourrait mettre sur la table dans le cadre de cette table ronde. Mais je constate que les chercheurs, c'est-à-dire les universités, ne sont pas souvent sollicités par le politique. Donc, leur promiscuité avec les centres de décision n'est pas si évidente dans la plupart du temps pour nous, francophones. Deuxièmement, je voudrais souligner ici que il y a dans le monde scientifique des expressions nouvelles qui nous arrivent de partout et qui sont des expressions souvent d'origine anglophone ou anglo-saxonne que nous, francophones, nous essayons d'internaliser, d'abord de comprendre et d'internaliser parce que l'équivalent en langue française des fois n'est pas là, où des approximations sont données, mais qui ne signifient pas exactement ce que ça veut dire en anglais. Et l'exemple le plus frappant, c'est les données probantes que nous essayons de promouvoir aujourd'hui. Moi, partout, j'ai eu l'occasion de prendre part à des conférences, à des panels ou à des réunions internationales où constamment dominé par le monde anglo-saxon. Et donc, nous avons eu du mal à nous accorder, nous francophones, sur ce que pouvait être évidence. Évidence chez les anglo-saxons, c'est clair, c'est connu, mais nous, on a dû chercher pendant longtemps à gauche, à droite, pour progressivement aller vers ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui données probantes. Donc, on parlait de preuves, donc on parlait de... Il y a plein de choses que nous avons dites, nous francophones, à l'intérieur de ces conférences, pour commencer maintenant à avancer vers ce que nous appelons les données probantes. Et donc, nous, dans notre culture francophone, notre organisation ne nous renvoie pas systématiquement vers les universités, vers les chercheurs pour chercher les modèles de prise de décision politique. Mais bon, les politiques pensent que la plupart du temps ont des solutions pour les populations qui les ont mandatées. Et bon, donc, ils préfèrent directement travailler avec les populations pour essayer de répondre aux besoins sans se diriger vers les chercheurs. Ce n'est pas la faute uniquement des politiques, hein, parce que nous, notre culture en tant que francophones, nous produisons moins que les anglo-saxons. On n'écrit pas, on ne publie pas beaucoup. Bon, donc, on ne fait pas les synthèses qu'il faut pour que le politique s'en serve. Et en plus, nous sommes fiers, nous francophones, dans notre pédance. On est des pédants, on connaît bien, on parle bien notre langue, on utilise beaucoup les mots savants, et donc qui sont pas à la portée des politiques, qui eux, ils sont trop pratiques, c'est des pragmatiques, ils ont besoin des choses simplifiées, ce que nous francophones, nous ne savons pas toujours faire. Nous restons dans la science, on est très en hauteur là-bas, et le politique, forcément, il n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui expliquent le fait que la science, dans notre culture de francophone, n'est pas véritablement au cœur des politiques publiques, au cœur du politique qui a des besoins d'ordre pratique
pour régler ses promesses électorales vis-à-vis de sa population. Donc, globalement, c'est cela que nous vivons au niveau des pays. Vous avez fait des points extrêmement importants pour ce sujet de la langue. Ben, le temps file, donc je vais passer maintenant au professeur Delfraissy, qui a peut-être quelques mots à ajouter, qui vit dans ce grand pays francophone qu'est la France. Non, je crois que ça a été très bien dit par mes deux prédécesseurs. Bon, la science est internationale et la langue anglaise, plus ou moins bien parlée par les francophones, mais ça n'a pas d'importance. On parle un charabia d'anglais qui nous permet de nous faire comprendre au niveau scientifique. Donc, on a une vision très internationale. Bon. Et c'est normal, la science n'a pas de frontières. Dans la question posée qui est sur est-ce qu'il y a des particularités de la francophonie dans cette relation entre science et politique, oui, ça a été bien signalé par notre collègue québécois. Il y a une organisation quand même qui est beaucoup moins bien structurée que ce que vous avez mis en place dans le milieu anglo-saxon, hein, du Chief Medical Officer, du Chief Scientist, etc., soit le modèle UK, soit les modèles que vous avez pris au Canada, soit ce qu'ils ont en Australie. Il y a un modèle de construction d'une forme de poste indépendant, statutaire, vis-à-vis de conseil vis-à-vis du pouvoir politique, qui n'est pas seulement lié aux crises. Et moi, je m'interroge, par exemple, des leçons à tirer de la crise Covid, où le politique a créé un comité scientifique en me le confiant. Et ma question posée, c'est pour la suite, est-ce que c'est un comité qui est uniquement un comité dans l'urgence, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on aille plus loin et qu'on crée en France, finalement, une structure un peu indépendante de conseil, soit vis-à-vis du Premier ministre, soit vis-à-vis du Président de la République, et qui permettent d'avoir une vision prospective sur un certain nombre de questions. Alors, en France, les académies, vous avez cité le rôle des académies, en particulier aux US, pas de façon récente, mais qui vont le redevenir, ne jouent pas ce rôle-là. Hein. L'Académie des sciences en France, l'Académie de médecine, qui ont par ailleurs d'autres fonctions, qui initialement, quand elles ont été créées, devaient jouer ce rôle-là, ne le jouent plus. Hein. Et donc, on a un pouvoir politique qui a des agences, hein, en particulier dans le domaine de la santé, qui a des agences de recherche, qui a des agences sanitaires, qui a des agences de surveillance, mais où les directeurs d'agences ne sont pas indépendants. Et puis, ils ont à faire tourner leur agence et donc répondre à des questions du gouvernement. Mais ils n'ont pas cette vision, je dirais, très large que doit avoir un comité scientifique du plus haut niveau et dans l'indépendance. Alors, vous l'avez très bien dit aussi en disant, mais est-ce que ce n'est pas la faute aux scientifiques? Et un peu. Moi, je suis parfois considéré, alors que je suis fondamentalement, hein, je suis issu totalement du milieu de la recherche, j'ai dirigé une agence de recherche, j'ai dirigé une structure de recherche un laboratoire de recherche dans mon hôpital, etc. Mais on dit parfois que je suis aussi un politique de la science, c'est-à-dire que en étant conseiller, entre guillemets, je me noie un peu. Hein. C'est une des critiques qui peuvent m'être faites. Et les scientifiques francophones souhaitent être un peu en dehors pour avoir justement un regard critique et non pas, je dirais, un regard d'aide à la politique de décision. Alors, c'est en train de changer. Moi, je le vois bien autour de moi. Et Covid fait changer les choses, où un certain nombre de grands scientifiques s'interrogent maintenant, me disent, mais finalement, si, il est possible de trouver cette situation intermédiaire. Et somme toute, ce qui compte, c'est d'arriver à ce que le résultat au niveau du pays soit de meilleure qualité. Donc, on est probablement dans ce milieu francophone en retard sur la structuration du milieu anglo-saxon. Je pense qu'on n'arrivera jamais à votre degré de construction très indépendante comme vous l'avez fait, parce que le droit n'est pas le même en France et la relation aussi. Derrière ça, il y a des aspects juridiques, mais qu'il faut qu'on aille un peu vers ça, et bien sûr en conservant notre vision à la française, qui a aussi son charme, vous le savez. Merci beaucoup. Écoutez, super intéressant. Je pense que vous avez fait des points fantastiques sur la langue.
On a abordé au début la situation actuelle, on a évoqué le doute, le temps, l'acceptabilité sociale, l'importance de la confiance. On a abordé à travers la langue, mais quand même des problèmes aussi qu'on retrouve un petit peu partout sur comment améliorer les rapports entre la science, le politique, entre les fonctionnaires qui sont à travers tout ça. Ayant été moi-même fonctionnaire, pris entre un ministre qui connaît rien à la science et des scientifiques qui veulent expliquer leur truc et un ministre des fois qui ont très peu de temps et toute cette machinerie. J'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que vous verriez comme amélioration? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, comme on dit, quand on reçoit un nouvel appareil puis on regarde YouTube, comment ça marche? Comment ça pourrait mieux marcher? Donc, peut-être si l'un d'entre vous voulait intervenir là-dessus ou même poser une autre question, il nous reste quand même une quinzaine de minutes, c'est bien, ça va. Donc, je ne sais pas qui souhaiterait intervenir là-dessus. Comment ça peut marcher mieux? Collègue du Bénin. Bien, alors, chez nous, de notre expérience, ce que nous essayons de faire pour améliorer un peu les choses est de partir du constat qu'il y a comme deux blocs qui se font face et peut-être avancent parallèlement, c'est-à-dire le monde scientifique avec la recherche et les fonctionnaires d'État qui sont dans le processus décisionnel. Alors, ce que nous avons imaginé au niveau du Bénin, c'est la création d'une structure frontière entre ces deux blocs-là. Et cette structure frontière que nous appelons volontiers gestionnaire de politique, et donc va aider à rapprocher les deux entités. De l'autre, la production scientifique, elle est là. Et ici, il y a ceux qui sont des utilisateurs de cette production pour en faire des politiques publiques et aider à de bonnes décisions politiques. Eh bien, cette structure, c'est le rôle que le Bureau de l'évaluation des politiques publiques au niveau du Bénin est en train de conduire. Alors, le bureau a imaginé, dans le cadre de cette perception de rapprochement des deux blocs, a imaginé un programme que nous avons appelé le programme ouest africain de renforcement des capacités et de l'évaluation d'impact. Sur ce programme-là, nous avons l'accompagnement d'une organisation internationale qu'on appelle Trois Yeux, qui nous aide énormément. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour rapprocher les deux blocs? Nous faisons des synthèses. Nous avons créé quelque chose que nous appelons le Help Desk. C'est le Help Desk, nous l'avons créé pour aider à synthétiser les recherches et les résultats de recherche. Nous les synthétisons, nous faisons des notes politiques par rapport à ces recherches-là et elles deviennent plus digestes, plus faciles à utiliser par les fonctionnaires pour nourrir les processus décisionnels. Alors, donc, ce travail-là, nous le faisons dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc, nous le faisons en agriculture, en santé, n'importe où, que les décisions sont nécessaires à être prises. Et donc, nous faisons ces synthèses-là. Donc, il y a des recherches qui sont faites par des chercheurs. Et le handicap que nous avons constaté, c'est que les chercheurs, quand ils font leur recherche, ils publient les résultats, il n'y a pas de note de politique pour qu'ils soient assimilables facilement par les politiques pour prendre leurs décisions. Eh bien, le bureau de l'évaluation que moi je dirige s'est donné comme mission, à travers ce help desk, de synthétiser ces rapports volumineux, ces synthèses scientifiques et les transformer en des briefing notes
que les fonctionnaires utilisent pour préparer l'ensemble du processus de décision. Et donc, pour nous, comme le soulignait le professeur de France, ce n'est pas un comité ad hoc. Nous sommes une institution et qui est au carrefour de toutes les institutions de la République, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement et les autres institutions de la République. Et nous avons cette vocation d'indépendance en tant que bureau qui fait de la production de données probantes au service de toutes les institutions, y compris c'est notre synthèse dont je parle qui nous viennent des résultats de recherche. Donc, voilà comment est-ce que nous essayons de gérer cette situation pour améliorer le travail collaboratif entre, d'une part, les scientifiques issus de nos universités, les 2 universités que nous avons, et la panoplie de fonctionnaires que nous avons de l'autre côté et qui préparent tout le processus décisionnel des politiques. Donc, globalement, c'est ce que nous faisons pour le moment au niveau du Bénin. Merci, professeur Delfraissy, Rémi Quirion, vous avez… Oui, notre collègue de France. Ça marche? Merci, ou allez-y. Non, moi, je pense, dans le modèle, en tout cas, français, mais qui, pour des raisons historiques, a quand même été à l'origine, même si, bien sûr, chacun des pays francophones a maintenant totalement son processus de décision qui lui est propre, mais qui a quand même culturellement joué un rôle, entre guillemets, dans la construction. Je pense, je vois 2 points, moi, pour tenter d'optimiser les choses, ou 3 points. Le premier, c'est sur la formation même de nos politiques, de nos décideurs politiques. Dans le modèle français, on a 2 grandes écoles qui s'appellent Sciences politiques et l'ENA, qui forment une élite de hauts fonctionnaires de la nation, dont une grande partie va faire de la politique. Ce sont des gens très brillants. Ils n'ont jamais eu un travail de réflexion sur une thèse de science, par exemple, même en sciences humaines ou en sciences politiques. Il n'a jamais eu ce travail de réflexion. J'avais proposé à l'ENA, donc la grande école de néo-fonctionnaires, il y a 4 ans, après la crise Ebola, de faire un cours sur la notion de crise et de réponse aux crises, avec probablement un économiste, aux crises financières, aux crises terroristes, et de mettre les crises sanitaires comme un enjeu potentiel pour les hauts fonctionnaires. Et il m'a été répondu très poliment, monsieur le professeur, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un événement suffisamment, votre proposition est intéressante, mais nous créons de la crise en général. La crise sanitaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose de si important que ça? Bon, je pense qu'il me répondrait différemment là maintenant, hein, on est bien d'accord, mais c'est pour montrer que dans la formation de nos jeunes élites, je dirais la multidisciplinarité, la possibilité d'aller à la fois pour ces futurs hauts fonctionnaires, d'avoir des ouvertures vers le sanitaire, mais ça peut être aussi vers l'environnement, ça peut être et quelque chose d'essentiel, et qu'il n'y ait pas, je ne me suis pas basé que sur la santé, mais il y ait quelque chose de très important. Le deuxième point, c'est vraiment, et ça je vais essayer de m'y atteler un peu, c'est le modèle anglo-saxon des Chief Medical Officers ou des Chief Scientists, et de m'interroger si sur le modèle français, et peut-être après sur certains pays francophones, on ne peut pas essayer d'avoir quelque chose en le nuançant, en le mettant à notre culture française, mais cette notion même d'une fonction indépendante au plus haut niveau, s'appuyant sur de l'expertise et qui soit quelque chose de cohérent, mais aussi de continu pour l'aide aux politiques, hein, et qui ne soit pas seulement une réponse à la crise comme on vient de le faire. Et puis, le troisième élément, c'est que pour nos scientifiques, et qu'il s'agisse alors dans le domaine plus médical, que je connais mieux, mais également dans d'autres, il faut aussi qu'on ait la possibilité de passerelle et qu'un certain nombre de gens, à un temps donné, puissent, je dirais,
intégrer, y compris des équipes politiques, même pas politiques, mais à un haut niveau de la fonction publique, pour pendant une période de 2-3 ans, aller imbiber, entre guillemets, de ce passage entre universitaires et hautes fonctions de l'État. Et ça, c'est quelque chose, alors là aussi, qui nous manque par rapport au milieu peut-être anglo-saxon, c'est que ces passages, ces passerelles entre fonction publique, université, recherche, système privé, système de la haute administration, se fait mieux, me semble-t-il, de ce que je connais avec la brutalité qu'il peut y avoir parfois dans le modèle américain, mais se fait mieux dans le modèle américain que dans le modèle français, où on reste plutôt dans nos cases. Hein. On est un universitaire, on est un universitaire. On part sur la haute administration, on est une haute administration. Et la jonction entre les deux, elle est difficile. Donc, moi, je vois 3 points là, à faire bouger, là, si j'ai un peu encore de force, là, dans les 2 années qui viennent. Ah, c'est super intéressant cette idée de sortir des silos. Hein? On est là-dedans, c'est tout, on est là-dedans. Ça, c'est vraiment, vraiment ardu. Des fois, changer une structure, ça se fait, mais changer des cultures, c'est extrêmement compliqué. Donc, Rémi, peut-être tu vas ajouter quelque chose. Peut-être dans mes mots, là, ce qui est dit par les collègues et aussi le rôle que je joue à INGSA, International Network for Government Science Advice, un des membres fondateurs, toujours à peu près un des seuls francophones qui dans la haute direction d'INGSA. Quelques mots-clés. Contaminer, c'est pas un mot qu'on aime tellement utiliser, là, mais finalement, se contaminer entre façons de faire par rapport Il y a le mot imbibé qui a été utilisé. Imbibé. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que finalement, que nos chercheurs aient la possibilité d'aller dans des milieux chez les hauts fonctionnaires ou le politique, avoir des possibilités d'avoir des formations pendant plusieurs mois, peut-être, pas seulement 2-3 semaines, c'est pas suffisant. Donc, ce genre de passerelle-là d'aller-retour est la même chose pour des hauts fonctionnaires. D'être capable d'aller peut-être dans des laboratoires universitaires pour comprendre aussi cette réalité-là universitaire. Donc, je pense que c'est important. Pour nous aussi, ici au Québec, ce qu'on veut faire, c'est de mieux reconnaître les universitaires, les chercheurs qui vont faire ça. Parce que très souvent, ils le font en plus du reste du travail, ils ne sont pas tellement valorisés à l'intérieur de la structure académique, la structure universitaire, donc trouver une façon avec les recteurs, les principales universités, de mieux reconnaître tout ça. Et finalement, peut-être s'entraider dans la francophonie aussi. Là. On a commencé à discuter de créer un genre de réseau francophone en conseil scientifique, d'apprendre un de l'autre, ce qui se fait en France, ce qui se fait au Bénin, ce qui se fait dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui peut se faire au Maghreb, ce qui se fait au Québec, de partager les pratiques avec peut-être une culture un peu différente de la culture américaine ou anglo-saxonne. Donc, c'est quelques éléments de réflexion. Ben, un point ici que tu as fait que je trouve extrêmement important, c'est la reconnaissance. Parce que moi, j'ai travaillé des fois avec des chercheurs qui vont rencontrer la population civile, ils vont à des émissions de télé, des choses comme ça, ils me disent, mais ça ne vaut rien pour mon évaluation. Moi, j'ai évalué sur mes publications, sur mon enseignement, des fois moins. Alors donc, il y a quelque chose là, sur la reconnaissance. Donc, je ne sais pas si entre vous, vous avez des questions, si l'un ou l'autre veut poser une question à un des participants par rapport à ce qui s'est dit. Peut-être pour notre collègue du Bénin, par rapport à la région, à votre région, comment travaillez-vous avec les pays limitrophes, d'autres pays dans votre région pour essayer le modèle que vous avez développé au Bénin, peut-être de voir est-ce que d'autres pays de la région seraient intéressés à développer des approches un peu semblables? Oui, nous avons développé au niveau du Bénin 2 programmes de coopération en évaluation. Le premier, nous l'avons développé avec une ambition continentale. Nous l'avons développé à l'origine avec l'Ouganda et l'Afrique du Sud pour associer
toutes les entités dont nous venons de parler là maintenant, c'est-à-dire les politiques, les universitaires, les scientifiques chercheurs. Et j'ai été heureux qu'émerge de nos échanges la nécessité de renforcer les capacités des uns et des autres pour apprendre et pour uniformiser un peu ou harmoniser notre façon de faire. Et donc, à l'intérieur de ce programme collaboratif, nous avons fait des choses, des activités de cette nature, où on a renforcé les capacités des gouvernants, des décideurs. On a fait venir des universitaires pour que, à l'occasion, on parle et qu'on comprenne comment les uns et les autres y travaillent, quelles sont les contraintes temporaires que chacun a, et essayer de fluidifier un peu ces relations. Ça, c'est un premier programme coopératif collaboratif que nous avons initié avec ces 3 pays, qu'aujourd'hui nous avons étendu au Niger, au Sénégal, comment l'appelle-t-on, au Kenya et à la Namibie. Donc, nous sommes en train de travailler pour essayer de diffuser ceci à l'échelle du continent. Alors, plus près de moi ici, à l'intérieur des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, à l'intérieur de ce bloc économique qu'on appelle l'UEMOA, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire ouest-africaine. Donc, là, nous sommes 8 pays francophones. Et pour ces 8 pays francophones, nous avons élaboré aussi un cadre de concertation entre ces 8 pays pour essayer de promouvoir le modèle gouvernemental que nous avons au niveau du Bénin et qui contribue à la production de données probantes pour aider à produire des politiques basées sur ces données-là et que nos politiques cessent d'être élaborées sur la base de rumeurs, sur la base d'opinions, sur la base de certains constats de politique qui, en pleine campagne sur le terrain, émergent des informations qui n'ont pas été certifiées par la science, etc. Et donc, nous essayons à travers ce programme collaboratif entre ces 8 pays de promouvoir notre modèle. Et dans ce cadre, des séances de travail ont eu lieu avec le Niger, avec le Togo, avec le Burkina Faso et le Sénégal et la Côte d'Ivoire récemment. Donc, il nous reste encore quelques pays pour vendre cette idée du modèle béninois. Donc, prochainement, ça va être le Mali et je crois que c'est le Mali seul qui nous reste maintenant. Non. Et la Guinée-Bissau qui a rejoint notre cercle. Et donc, pour qu'on puisse vendre ce modèle. Et nous avons sollicité l'appui de la commission de l'UEMOA qui est quand même le petit gouvernement qui s'occupe de l'ensemble de cette communauté pour que des directives communautaires puissent être prises dans ce sens-là pour amener les différents États membres de cette communauté à aller vers ce modèle pour qu'on arrête de continuer à élaborer des politiques qui ne sont pas nourries par des production scientifique ou des données probantes comme nous le faisons. Donc, globalement, voilà comment nous faisons au niveau de notre région africaine. On va devoir arrêter bientôt. Oui. Ouais, M. Bounou, je pense. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on est à la veille de ne plus avoir de temps. Donc, moi, je voudrais vous remercier. Vous avez été extraordinaire de concision, de travailler vraiment sur les questions qu'on a soulevées, que je résumerai au niveau de 4 questions, ce que chacun fait dans son pays et la langue française dans tout ça, et les modèles possibles d'amélioration des rapports entre sciences politiques et société. C'était super intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer pendant 2 jours, mais on fera une suite un jour. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, chacun d'entre vous.
Et espérons que ça va aider à améliorer ces raccords, ces chaînons entre les différents J'ai juste publiques et... Oui. Juste une proposition à vous faire. On pourrait peut-être se dire que voilà, Covid, on va finir par s'en sortir. Et peut-être moi, je suis prêt à aider pour organiser un colloque un peu à Paris, mais ça peut être ailleurs, hein, d'une réflexion de sortie de crise, mais pas que de sortie de crise, hein, qui est sur les modèles de construction tels qu'on les a discutés, autour du modèle, enfin de ce qui pourrait être amélioré dans le modèle francophone, en invitant d'ailleurs, pour mieux se comparer, aussi des collègues anglophones, mais on pourrait peut-être monter quelque chose autour de ça. Enfin, moi, je suis partant, je peux trouver quelques moyens pour le monter, hein, voilà. Hein. Merci Donc, beaucoup. On vous recontacte. Tout le monde est partant. Merci beaucoup. Hein. Et à la prochaine. Peut-être à Paris en personne cette fois.